à tous. Alors, bon, ça va être difficile de passer devant les soldes. J'espère que toutes les dames ne sont pas en train de se sauver là pour justement sacrifier. Alors, je pensais annoncer des soldes dans le secteur bancaire, mais alors c'est difficile parce que les taux sont déjà extrêmement bas. Donc, je ne vois pas comment on peut faire des crédits à des taux plus bas. Je vais réfléchir, on va essayer de faire monter un petit peu les enchères sur les soldes. Bon. Je suis là aujourd'hui, je suis directrice générale de la Fédération bancaire pour vous parler devant la communauté FinTech réunie par le pôle de l'innovation dans l'industrie bancaire, dont évidemment les FinTech sont un élément important. Je vais commencer par donner un petit coup de chapeau au pôle, et même un grand coup de chapeau, et pas en solde, pour remercier le pôle de son activité au service des FinTech. Ça fait 10 ans que le pôle existe. Au sein de la place de Paris et de son instance fêtière qui s'appelle Paris Europlace, il joue un rôle très important en ayant développé justement cette communauté de FinTech qui est amenée à jouer un rôle très important sur la place de Paris en termes d'attractivité, en termes d'innovation, même si, comme je vais l'expliquer, évidemment, il n'y a pas que les FinTech qui sont innovantes. Le pôle, c'est d'abord un lieu de dialogue, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de pensée, c'est un lieu de labellisation aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont bénéficié des labels du pôle, mais pour en connaître beaucoup et avoir participé au process, c'est très efficace. C'est vraiment une des modalités pour pouvoir se faire connaître et ensuite être référencé, et si possible, dans les grands groupes. Et donc, je voulais donc commencer par ce coup de chapeau au pôle. Nous en sommes partenaires depuis la création du pôle, depuis 2008, et nous avons travaillé très concrètement avec le pôle et avec les FinTech qui sont présentes, notamment avec un livre blanc qui a été publié en 2016, qui portait sur banque et FinTech, les enjeux d'innovation dans la banque de détail. Donc, on avait été un peu précurseur en la matière, puisque l'accélération fait qu'on constate aujourd'hui que les applications sont déjà très concrètement présentes et les partenariats aussi avec les FinTech et les technologies qu'on avait évoquées à l'époque. Tous ces sujets-là, je n'aurai pas le temps de tout développer évidemment maintenant, donc vous pourrez les retrouver dans un document que nous avons finalisé il y a quelques semaines à la Fédération bancaire française, qui est en nombreux exemplaires à votre disposition, qui s'appelle Banque et Innovation, qu'on trouve évidemment aussi sur notre site internet. On n'est pas resté totalement au papier au crayon dans la banque, en dépit de tous les clichés qu'on veut bien encore nous coller de temps en temps. Je vais essayer de présenter 3 points clés aujourd'hui devant vous, le plus rapidement possible. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette révolution digitale qui bouleverse les usages et les process dans notre secteur bancaire? Ensuite, vous exposer en quoi les banques sont des acteurs digitaux et d'une certaine manière des chefs de file naturels pour la communauté FinTech sur la place de Paris. Et enfin, développer un peu la relation qui existe, qui est très forte, entre les banques et les FinTech, qu'on qualifie parfois de coopétition, puisque banques et FinTech partagent la même ambition et que ceux qui cherchent à nous opposer se trompent, même si on peut se poser des questions un peu différentes dès lors qu'on parle d'autres acteurs numériques, notamment les grandes plateformes Internet. Premièrement, qu'est-ce qui se passe dans la banque? Qu'est-ce que c'est que cette révolution digitale qui bouleverse de manière très rapide les usages dans la banque? La caractéristique que nous vivons tous, je pense, c'est la caractéristique de l'accélération. Ce n'est pas d'hier qu'il y a une révolution digitale dans la banque. Ça fait bien plus de 10 ans qu'on y est et qu'on développe des modalités nouvelles de relations avec les clients, des process nouveaux aussi à l'intérieur des banques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je fais un sondage rapide avec toutes les personnes qui sont assises dans la salle, vous avez tous dans votre poche votre smartphone et sur votre smartphone, votre appli bancaire ou vos applis bancaires d'ailleurs, puisque vous êtes pour certains multibancarisés. Et les applis bancaires sont aujourd'hui d'ailleurs les 3e plus utilisées par les Français derrière la météo et les réseaux sociaux. Donc le digital, on y est depuis un certain temps. La caractéristique que l'on vit, c'est l'arrivée de nouvelles innovations technologiques et l'accélération du processus. Alors les banques sont au cœur et peuvent et jouent un rôle moteur au sein de ce processus d'innovation.
parce qu'elles sont au fond aux deux bouts de la chaîne. D'abord, elles sont des acteurs directs de la transformation numérique, parce que ce sont des entreprises, qu'elles se transforment, qu'elles sont passées au digital complet pour la relation avec leurs clients, quelle que soit la banque dont on parle. Moi, j'ai 364 adhérents à la Fédération bancaire française. Il y en a qui sont des banques purement digitales. Le modèle central, c'est une banque universelle de proximité, donc avec un réseau bancaire très présent. Mais toutes ces banques-là ont depuis belle lurette des services de banque en ligne extrêmement performants. Et d'ailleurs, c'est une condition de survie. Je pense qu'aujourd'hui, une banque qui n'aurait pas un service de banque en ligne performant serait évidemment morte. Et ce n'est pas l'intention de mes adhérents de mettre la clé sous la porte, je vous rassure. Les banques sont aussi un chef de file assez naturel pour la filière du digital sur la place de Paris. Pourquoi? Parce que la place de Paris bénéficie de très grands acteurs qui sont à la fois des gros investisseurs. Les investissements en technologie de l'information des banques sont parmi les plus importants, sinon les plus importants en France. Et c'est aussi une manière pour les acteurs innovants que sont les fintechs de venir tester leurs innovations, les crédibiliser, trouver des sous, ça compte aussi, et le cas échéant, nouer des partenariats, voire des partenariats capitalistiques. On parlait tout à l'heure d'éthique. Je crois que c'est un sujet clé, et c'est un des éléments que je voulais développer aussi, parce que si nous sommes devenus des acteurs digitaux en tant que banque, nous le sommes devenus avec nos valeurs. Et je crois que c'est très important dans le monde en bouleversement et en accélération dans lequel on se trouve, d'avoir cette boussole des valeurs qui nous permet de nous repérer et de savoir où on habite et ce qu'on veut faire avec nos salariés et avec nos clients. Évidemment, derrière tout ça, il y a de l'humain. Nous sommes une industrie avec beaucoup de salariés, 366 000 salariés sur le seul territoire français. Et évidemment, tout un tas de clients. Tous les Français sont clients d'une banque. Nous sommes, d'une ou plusieurs banques d'ailleurs, nous nous enorgueillissons d'un taux de bancarisation qui est quasi sans équivalent dans le monde, puisqu'on a 98% des Français qui ont accès au compte bancaire. Donc nous sommes en relation avec tous les Français. Ça nous place en situation de jouer un rôle qui nous est d'ailleurs demandé par les pouvoirs publics aujourd'hui. Et quand je parle de valeurs, ça les reflète très clairement, qu'il y a un rôle de connecteur. Aujourd'hui, autour de la table, enfin plutôt dans la salle, il n'y a que des gens connectés. Il faut savoir que ça n'est pas le cas de tout le monde et qu'on a un gros enjeu d'inclusion numérique. On a bien connu ces sujets d'inclusion puisqu'on a travaillé pendant des décennies sur l'inclusion financière. Aujourd'hui, on nous demande, et nous sommes prêts à relever ce défi, de jouer un rôle sur l'inclusion numérique, parce que nous sommes en relation avec tous nos clients, que nous sommes à même de repérer ceux qui pourraient ne pas être passés au numérique. Et donc, c'est un sujet sur lequel on est en train de commencer à travailler avec le secrétariat d'État au numérique. Parmi nos valeurs, et j'insisterai aussi sur ce point-là, il y a bien sûr l'innovation, c'est la clé, mais aussi la sécurité. C'est ce qu'on appelle la valeur d'innovation dans la sécurité. Alors, ça fait de nous parfois des partenaires un peu rugueux, parce que nous ne sommes pas forcément ouverts à toutes les innovations quand nous n'avons pas de certitude sur le maintien de la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité des données de nos clients, c'est la sécurité des fonds de nos clients, c'est aussi la sécurité des investisseurs. On verra qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il faut effectivement à la fois concilier l'innovation et la protection de l'intégrité du système financier, si on veut éviter une perte de confiance. On voit que dans le monde du numérique, il y a eu des revers récemment sur la confiance qu'on peut avoir dans un certain nombre de grands acteurs pour la protection des données. Nous, secteur bancaire, nous sommes extrêmement attachés à ce que ce type de choses ne se produisent pas dans notre numérique financier et qu'on puisse se retrouver dans une situation dans laquelle les clients n'auraient plus confiance dans l'innovation et dans les services clients qui leur sont proposés. Je citerai deux exemples d'innovation intéressantes dans le secteur bancaire. Il y en a plein d'autres dans Banque et Innovation, donc je vous incite à aller le voir. Je refais un peu de teasing. Il est gratuit, il n'y a même pas besoin de le solder. Donc d'abord, la blockchain, deux cas précis. En juin 2016, donc, il y a eu le lancement d'un projet d'amélioration de la capacité à vérifier l'identité des clients par un de nos grands adhérents.
Vous savez que chez nous, la vérification de l'identité client est un élément clé. On a donc lancé un projet blockchain sur ce sujet. Je vois que j'ai plus que quelques secondes, donc je passe à un deuxième exemple qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est très concrètement aujourd'hui utilisée dans un des grands réseaux bancaires français avec ses 20 000 conseillers qui sont dotés d'une technologie d'intelligence artificielle qui leur permet d'être ce que l'on appelle des conseillers augmentés, c'est-à-dire de débroussailler via l'intelligence artificielle toute la partie réglementaire et plus précisément de répondre aux 300 000 demandes des clients qui passent d'abord par le filtre de l'intelligence artificielle, c'est le robot IBM bien connu qui s'appelle Watson, avant de venir sur la table du conseiller qui donc lui peut se consacrer à autre chose. Nous attendons beaucoup dans le secteur bancaire de l'innovation, notamment pour retrouver notre pleine capacité à exercer un très très beau métier qui est le métier de banquier. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis un certain nombre d'années, nous sommes devenus des machines à appliquer de la réglementation. Réglementations qui sont toutes très justifiées, vérification de la connaissance client quand on veut vendre un produit, vérification de l'identité, de l'origine des fonds, etc. C'est tout l'aspect sécurité et intégrité du système financier. On comprend tout cela, on ne conteste pas l'objectif de ces réglementations, mais notre problème, c'est de garder notre capacité humaine, pour employer une expression horrible, j'espère que la dame qui parlait d'éthique tout à l'heure est partie, le temps de cerveau nécessaire chez le conseiller client, ou le retrouver pour que quand il est en face de lui un client, et c'est quand même le métier de base, il puisse s'adresser à une personne sans avoir en tête est-ce que j'ai une pièce d'identité à jour, est-ce que j'ai pensé à revérifier l'identité, est-ce que je lui ai fait remplir le questionnaire MIF, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, mais l'innovation et l'intelligence artificielle dans les process peuvent nous aider à faire tout ça de manière plus efficace et en libérant le potentiel humain de nos salariés. Je conclurai peut-être par là, parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. On parlait tout à l'heure d'éthique et d'humain. Pour nous, c'est évidemment l'enjeu essentiel. D'abord parce que si on veut réussir cette révolution permanente de la technologie, ça passe par l'humain, ça passe par les salariés des banques. C'est vrai en termes de recrutement, c'est vrai en termes de formation. Ce n'est pas par hasard que nous sommes un des secteurs, une des industries françaises qui dépense le plus en termes de formation. On est à 4,7% de dépenses de notre masse salariale annuelle de dépenses de formation, contre, je crois, 2,6% en moyenne en France. C'est évidemment notamment pour accompagner la transformation numérique chez les salariés. C'est un sujet sur lequel on travaille d'ailleurs très concrètement avec les salariés. On a au sein de la branche professionnelle AFB, qui gère la convention collective des banques, mené depuis 4 ou 5 ans 3 ou 4 travaux paritaires avec les syndicats sur l'impact du numérique dans la banque. Le dernier est d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. On est la première industrie qui s'est penchée avec ses salariés sur qu'est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on doit adapter nos organisations, comment est-ce qu'on doit adapter nos systèmes pour justement acclimater ces technologies en gardant nos valeurs et en gardant notre modèle. Je terminerai d'ailleurs sur cette question du modèle. Nous avons aujourd'hui des choix importants à faire qui sont de dimension politique, voire de souveraineté. C'est le cas pour l'Europe. On sait qu'il y a de grands débats aujourd'hui en Europe sur comment est-ce qu'on taxe, par exemple, les acteurs numériques. C'est un sujet. Pour nous, le sujet, il va même au-delà. C'est-à-dire que nous avons des choix de modèles à faire. Par exemple, sur comment est-ce qu'on facture le service qui est rendu au client. Dans le secteur bancaire, nous avons historiquement une tarification qui s'adresse au client. Le client achète un service bancaire, il achète la gestion d'un compte bancaire, il paye. Alors ça nous vaut d'ailleurs parfois une certaine impopularité. Parce qu'à partir du moment où le tarif est transparent, évidemment, il existe et c'est toujours trop cher. Même si, je vous rassure, on a un poids absolument constant depuis 15 ans de la facturation bancaire dans les dépenses des ménages. Il y a un autre modèle que nous connaissons tous, qui est un modèle de la gratuité apparente du service,
mais dans lequel la rentabilité se fait par la commercialisation des données personnelles. On a donc ce choc de modèles aujourd'hui entre des grands acteurs que nous représentons qui ont fait le choix d'une tarification express et transparente et des modèles qui reposent sur la gratuité et la commercialisation des données. C'est une question que nous devons collectivement nous poser. C'est une question qui reboucle d'ailleurs quasiment avec les questions d'éthique qu'on évoquait tout à l'heure. Et je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on peut répondre à des questions, d'ailleurs, si cette intervention en a suscité. Non, on ne peut pas, il n'y a plus de temps. Donc voilà, donc, il n'y a pas de questions. Vous pouvez vous reporter au document Banque et Innovation et bien entendu prendre contact avec la Fédération si vous voulez en savoir plus.